Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir sur cette scène pour un nouveau panel avec Colline Burland et Lorraine Arthur de la Villarmois consacré au climat et à la transition alimentaire. J'en suis d'autant plus heureuse que c'est un thème fondamental pour BPI France et également pour BPI France dans l'activité de fonds dont je m'occupe, puisqu'on cherche à investir dans des fonds qui vont accompagner des modèles vertueux à l'instar d'OMI dont on va parler avec Colline et qui vont pouvoir accompagner cette transition pour une meilleure intégration des enjeux climatiques dans l'ensemble des investissements. Très heureuse, mesdames, de vous recevoir. Colline, après un parcours dans la grande distribution, chez Casino notamment, dans le groupe Carrefour, et puis dernièrement chez Franprix, en 2020, tu as cofondé OMI, dont tu es aujourd'hui aussi directrice de l'offre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur OMI ? Alors OMI, c'est quoi ? C'est vraiment on a une marque alimentaire, une marque d'épicerie, et notre mission, c'est d'utiliser le levier de l'alimentation comme levier d'impact. Et ce qu'on fait, c'est qu'on réconcilie le monde qui produit, donc toute la partie amont agricole, avec le monde qui consomme, en promouvant l'agriculture régénérative, dont je parlerai un petit peu plus après, c'est-à-dire d'intégrer aussi toute la partie de l'amont agricole jusqu'au consommateur final. Et tout ça avec toute la transparence sur les filières et la rémunération des producteurs et de l'ensemble des parties prenantes de la chaîne. Merci Colline. Très concrètement, OMI, c'est un site internet sur lequel on peut aller faire ses courses avec des produits dont tu vas nous parler. Et une marque, parce qu'on distribue aussi dans d'autres endroits. Derrière les entreprises, il y a évidemment les fonds qui les accompagnent. Lorraine, après un parcours très international au Vietnam, en Birmanie également dans un fonds d'investissement, tu as rejoint 2050 en tant que directrice juridique et directrice ESG. 2050, c'est un fonds d'investissement qui investit en amorçage et en capital risque. Tu nous en dis un peu plus ? Bonjour Adeline, en effet 2050 est un fonds d'investissement qui investit pour un futur fertile en 2050, d'où le nom. On est innovant, ou on essaye d'être innovant à plusieurs égards. D'abord on est un fonds qui travaille sur le très long terme. On essaye d'investir dans tous les stages des entreprises. On essaye d'être un fonds article 9, donc sur tout ce qui est finance durable, et même encore au-delà, puisque 10% des fonds qu'on lève sont utilisés pour financer des communs qui sont censés venir nourrir les écosystèmes dans lesquels les entreprises dans lesquelles on a investi œuvrent et croissent, j'espère. Merci Lorraine. Alors pendant les 20 minutes qu'on a toutes les trois ensemble, on va parcourir en fait l'ensemble de la chaîne, de la production jusqu'au panier du consommateur. Colline, on sait que 33% des émissions de CO2 sont liées à l'alimentation. Alors, dans le modèle d'OMI, comment est-ce que vous avez voulu intégrer cette problématique des modes de production agroalimentaire ? Alors, ce qui est important de comprendre pour comprendre les enjeux de l'amont agricole, c'est que dans ces 33% d'émissions de gaz à effet de serre qui sont générées par l'alimentation, l'ensemble de la chaîne, à 75%, ça vient de la partie de l'amont agricole, c'est-à-dire ce qu'on fait pousser et comment on le fait pousser. Donc, on se disait déjà, en fait, si on veut vraiment se focaliser sur avoir de l'impact, il faut qu'on remonte sur la partie de l'amont. Et après, c'est se poser les questions, quelles sont les techniques qu'on peut utiliser pour venir, on parle beaucoup de carbone, séquestrer du carbone, mais aussi on va parler de comment est-ce qu'on recrée des sols fertiles, parce que le gros enjeu, on parlait de 2050 et d'avoir un futur fertile, si on ne change pas la façon dont on produit, d'ici 2050, c'est 80% des sols qui seront infertiles, si on ne change pas nos manières de cultiver. Et c'est la base de l'agriculture régénérative, c'est de plus labourer les sols. Le sol se débrouille très bien tout seul, il l'a fait pendant des millions d'années, on va le laisser tranquille. Et c'est de pouvoir avoir des techniques qui permettent de plus labourer le sol, de requérir justement de la matière organique qui est tout l'élément fertile du sol. Et nous, c'est ce qu'on fait chez OMI. Le cœur d'OMI, c'est une équipe d'ingénieurs agronomes qui vient accompagner 176 filières aujourd'hui vers des techniques régénératives. C'est-à-dire, on ne laboure plus les sols, on va replanter l'arbre, des haies dans les parcelles. Et notamment pourquoi ? C'est notamment sur la partie de gestion de l'eau.
Et ça permet en fait de créer des produits qui ont un impact positif. Donc c'est pour ça qu'on parle d'agriculture régénérative, c'est qu'elle régénère toute la partie des écosystèmes. Et ensuite, nous, on les transforme pour en faire des produits d'épicerie que tout le monde consomme et de pouvoir communiquer sur chacune des filières qui sont dans chacun des produits et de comprendre l'impact d'un produit et comment il peut avoir un impact positif et l'acte de consommer en fait notre alimentation, comment elle a un impact positif sur notre écosystème. Merci, merci Colline. Cette notion d'agriculture régénérative que tu as très bien, je pense, expliquée. Lorraine, vous avez participé dans le tour de table d'OMI aux côtés d'Xange, aux côtés d'autres fonds de capital risque. Comment est-ce que cette thèse de l'agriculture régénérative s'intègre en fait dans le modèle d'investissement de 2050 et qu'est-ce qui vous a plu chez OMI ? Alors, comme je vous ai dit, notre ambition, c'est d'investir pour un futur fertile en 2050. Donc pour ça, on a pensé le sujet de la thèse d'investissement à l'inverse de ce qui se fait habituellement. On s'est dit, si on veut un futur fertile en 2050, de quoi on a besoin ? Et parmi les besoins, on a identifié le fait qu'il faut pouvoir se nourrir sainement et suffisamment pour tout le monde. Et il faut pouvoir aussi habiter durablement la Terre. Et ça pour tout le monde. Et donc, de ce besoin découle effectivement tout le secteur en fait, de l'alimentation, en fait, de toute la chaîne agroalimentaire, de la production jusqu'à l'alimentation. Et donc c'est amusant parce que d'instinct, on avait la même vision que OMI. Et c'est Olivier Mathieu qui vous avait rencontré, je pense, il y a 1 an. Il vous a suivi pendant 1 an. Il a tout de suite eu un coup de cœur déjà pour les fondateurs. Et ça, c'est hyper important, l'alignement des valeurs et la connexion entre les personnes. Ensuite, on a été vraiment très impressionnés par le business model. Pareil, intuitivement, on parlait des mêmes mots, on parlait d'écosystème. Et chez vous, c'était autant l'écosystème au sens faire le lien avec les agriculteurs, sans qui, en fait, vos produits, vous ne pouvez pas les faire, vous ne pouvez pas être certain que ce que vous faites, c'est vraiment bien pour la planète. Donc, il y avait ce lien avec les agriculteurs en amont. Et il y avait aussi cette attention portée à jusqu'à quel point l'agriculture était vraiment régénérative. Et dans les audits, par exemple, j'ai été très très impressionnée du niveau et de la qualité et du niveau de détail des audits qui étaient faits sur les méthodes agricoles et de pouvoir lire sur telle parcelle, il faut replanter des haies parce qu'il n'y a pas suffisamment de biodiversité et sur telle parcelle, la forêt, elle est pas assez ceci ou trop cela. Nous, on s'est dit, eux, au moins, ils essayent. Il y a vraiment quelque chose derrière, donc ça vaut le coup qu'on parie sur eux. Et en plus, ils ont un Nutella absolument incroyable auquel on est devenu accro. Un Nutella et puis des petits cookies aux pépites de chocolat. Donc, voilà. Une fois que ce produit, il est fait, il est fabriqué, il faut évidemment le mettre à disposition du consommateur. Et là, on arrive sur les modèles de distribution. Donc, Colline, toi, tu as vécu dans le monde hardcore de la grande distribution. Qu'est-ce que tu as voulu changer en cofondant OMI sur cet aspect-là ? C'était de pouvoir retrouver du sens. Est-ce qu'on m'entend mieux ? Parce qu'on me disait que ça va mieux. Et je vais essayer de parler fort. C'était de retrouver du sens dans les négociations, qui étaient les négociations tarifaires, c'est-à-dire de pouvoir raccrocher la notion de valeur avec la notion de prix. On a complètement décorrélé la notion de valeur et de prix dans les négociations tarifaires, qui sont des négociations annuelles. On en a beaucoup entendu parler parce que justement elles deviennent extrêmement complexes. Et ça ne peut passer que par une compréhension des filières agricoles. C'est-à-dire, se dire c'est quoi un bon prix d'achat, c'est quoi le coût de revient d'un kilo de blé, d'un kilo de blé dur, pour pouvoir ensuite dériver le prix auquel on va le vendre. Et sans en fait remettre de l'agronomie dans ce qu'on fait, en fait, en tant que marque alimentaire, on ne va pas pouvoir le faire. Et donc, c'est vraiment ça qui a été, moi, le cœur chez OMI. Et c'est pour ça qu'on a, en fait, un cœur d'ingénieurs agronomes qui travaillent aux côtés des agriculteurs pour effectuer cette transition. Mais c'est aussi, sur le territoire français, travailler avec des fabricants qui ont cette capacité de transformer la partie de la matière agricole, travailler sur les recettes qui doivent être bonnes. C'est quand même le premier point pour l'alimentation, il faut que ce soit bon. Et de comprendre quelles sont aussi leurs problématiques de coûts de fabrication. Et de comprendre quelles sont aussi leurs problématiques de coûts de fabrication. Et de comprendre quelles sont aussi leurs problématiques de coûts de fabrication. Et de comprendre quelles sont aussi leurs problématiques de coûts de fabrication. Et de comprendre quelles sont aussi leurs problématiques de coûts de fabrication. Et de comprendre quelles sont aussi leurs problématiques de coûts de fabrication. Et de comprendre quelles sont aussi leurs problématiques de coûts de fabrication. Et de comprendre quelles sont aussi leurs problématiques de coûts de fabrication. Et de comprendre quelles sont aussi leurs problématiques de coûts de fabrication. Et de comprendre quelles sont aussi leurs problématiques de coûts de fabrication. Et de comprendre quelles sont aussi leurs problématiques de coûts de fabrication. Et de comprendre quelles sont aussi leurs problématiques de coûts de fabrication. Et de comprendre quelles sont aussi leurs problématiques de coûts de fabrication. Et de comprendre quelles sont aussi leurs problématiques de coûts de fabrication. Et de comprendre quelles sont aussi leurs problématiques de coûts de fabrication. Et de comprendre quelles sont aussi leurs problématiques de coûts de
leur problématique aussi de financement pour arriver à se dire, on crée des partenariats qui sont résilients. On parlait juste avant d'intervenir sur le fait que les équations commerciales aujourd'hui, c'est vraiment un win-lose. Il y en a un qui gagne et il y en a un qui perd. Et en fait, sans qu'on n'arrivera pas à sortir de ce modèle-là de il y a un gagnant, il y a un perdant, on ne va pas alimenter l'écosystème. Donc, si moi, je vais essayer de baisser les prix, je vais tuer mes fabricants, je vais tuer toute la partie des producteurs qui travaillent avec moi. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout le modèle dans lequel on fonctionne, donc c'est d'arriver à montrer qu'il y a un autre modèle qui est possible, et notamment en mettant aussi en participation le consommateur final à travers en fait toute la décomposition du prix qui refasse le lien sur quelle est la valeur et est-ce qu'elle est en concordance avec le prix que j'achète. Et ça, on peut le faire que avec de la transparence. Et notamment, on pense que la transparence, c'est le rempart pour avoir des négociations qui sont justes et qui permettent de construire un écosystème qui est résilient. 2050 et bien plus. J'espère qu'on suivra 2050. Merci Colline. Je pense que cette notion de transparence, elle résonne beaucoup dans nos métiers d'investissement. La transparence génère aussi la confiance. Quand on investit en tout cas dans un fonds d'investissement côté BPI France, c'est quelque chose d'essentiel évidemment. Chez 2050, Lorraine, comment est-ce que ça résonne, cette notion de transparence et la façon dont vous l'intégrez dans un nouveau modèle de VC? Alors, la transparence, bien sûr, on est ouvert, on est assez transparent sur notre thèse d'investissement, nos méthodes d'investissement et nos méthodes d'analyse d'investissement. Mais il y a surtout un sujet qui nous est cher, c'est ce qu'on peut faire en termes de recherche vis-à-vis des communs et dans quelle mesure on peut les publier. Donc pour être un peu plus clair, les communs, c'est un concept qui est assez mal connu en France. C'est l'idée que c'est ni de la propriété privée, ni de la propriété publique. C'est quelque chose qui vient nourrir le bien commun et qui est censé appartenir à tout le monde. Donc par exemple, Wikipédia est un commun. Et donc, dans notre démarche, nos investisseurs consacrent 10% de l'argent qu'ils investissent au financement de ces communs. Donc une partie, par exemple, c'est de la recherche. Et c'est de la recherche qu'on publie. Donc on a fait un cours climat qui est diffusé par exemple à Dauphine. Et donc investir dans des entreprises comme OMI. À côté de ça, on va financer en fait Solagro, qui est un institut de recherche agroéconomique qui a fait notamment la carte de la pollution des sols en France, qui a été publiée, je crois, cet été dans les journées. On finance un autre centre de recherche qui veut intégrer des indicateurs de biodiversité dans la comptabilité. On finance une autre entreprise qui fait de la recherche sur l'intégration des limites planétaires dans la comptabilité des entreprises. Et justement, on a donc une autre de nos entreprises est cobaye de ce centre de recherche, cobaye consentant. Et il se posait des tas de questions justement sur la valorisation de la qualité régénérée des sols, je ne sais pas très bien comment le dire. Et justement, on les a mis en contact avec OMI, parce que OMI, ils sont très en avance sur le sujet. Donc la transparence, c'est aussi, à un moment, la coopération des uns et des autres, où chacun apporte son expertise, son expérience, son savoir-faire. Et comme disait Colline, bah oui, il faut des ingénieurs agronomes pour savoir vraiment qu'est-ce que c'est des méthodes d'agriculture qui régénèrent. Et c'est pas dans un fonds d'investissement qu'on va les trouver. Donc on est obligé d'aller chercher l'expérience et l'expertise ailleurs. Et l'intérêt après, c'est d'en faire profiter le plus grand nombre. Lorraine, tu as évoqué le sujet des limites planétaires. Donc, pour ceux qui ont encore du temps, c'est aussi l'objet du prochain panel avec Élise Tissier du Lab qui le présentera. C'est le petit teasing pour le panel suivant. Cette transparence, dans une façon de l'intégrer dans un modèle de fonds d'investissement, dans la façon de le vivre au sein d'OMI, in fine, elle bénéficie aux consommateurs qu'on a en général souvent tendance à faire culpabiliser sur le poids carbone de son panier de courses. Chez OMI, finalement, Colline, est-ce que c'est ce que vous faites? Vous aidez le consommateur à décarboner son panier sans qu'il ait à y penser? Alors, on va l'aider à même plus que décarboner, parce qu'aujourd'hui, le carbone n'est pas le bon prisme pour uniquement voir notre alimentation. C'est-à-dire qu'il faut parler carbone, mais il faut parler limite planétaire. Donc c'est pour ça que le prochain atelier va vous apporter aussi beaucoup.
parce que si on voit on évalue les techniques agronomiques que du point de vue carbone, on ne va pas parler d'eau, on ne va pas parler de biodiversité, on ne va pas parler de la notion de l'arbre et des haies dans les parcelles, et pourtant c'est grâce à toutes ces techniques-là qu'on va pouvoir, en fait, quelque part, faire qu'on ait un cycle fertile, mais aussi qu'on ait cette capacité de fixer du carbone dans les sols. Et donc, il faut toujours le voir de façon, en fait, plurielle sur cette notion d'impact. Et donc, c'est ce qu'on réalise aussi chez OMI pour venir comprendre qu'il n'y a pas que le carbone dans la vie, il y a plein d'autres choses. Et oui, parce qu'en fait, nous, à travers chaque produit, on vient expliquer les choix qu'on a faits, pourquoi est-ce qu'on a choisi ces filières, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce fabricant, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce packaging, pourquoi est-ce qu'il y a ce produit à ce goût-là, et d'expliquer c'est le meilleur des choix possibles aujourd'hui. Et on a mis en place une deuxième chose qui est la charte des achats sobres pour se poser la question de ce qui est un besoin qui est essentiel et nécessaire, qui est non substituable à d'autres produits qu'on a l'habitude de manger et qui viennent de très loin, et sur lequel en fait on pourrait le substituer par plein d'autres choses. Et je vous prends un exemple, quelque chose qui est nécessaire et non substituable aujourd'hui, il y a quand même le café et le chocolat, c'est très compliqué de s'en passer. Mais par exemple, une mangue séchée, en fait il y a plein d'autres fruits secs, beaucoup plus locaux et qui sont excellents aussi, et il suffit en fait toujours de l'expliquer. Et on voit de nous, il y a beaucoup de substitutions qui se créent dans nos paniers, et ce qui fait qu'on a un impact qui est moindre, qui est plus allégé en faisant ces courses en fait chez nous, parce qu'on vient guider le consommateur aussi à travers un choix plus restreint, parce que peut-être un choix, quelque chose que je n'ai pas expliqué, c'est chez OMI où on a un produit par unité de besoin. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous retrouver face au choix cornélien que vous avez à chaque fois quand vous êtes en hyper ou en super. C'est 15 000 pots de sauce tomate. Non, là, nous, on en a une, et après, on l'a plutôt déclinée après les goûts, mais on n'a pas été recréer différentes strates de prix ou strates de marques, parce qu'il n'y a qu'une seule marque et il n'y a qu'une seule unité de besoin. Ce qui permet en fait aussi d'avoir une sobriété dans ses achats, tout en se faisant plaisir, mais sans se prendre la tête de savoir ce qu'il faut acheter. Merci Colline. On a évoqué plein de mots-clés, les questions de responsabilité individuelle, de responsabilité collective, de sobriété. Lorraine, tu auras sans doute le mot de la fin, peut-être en nous disant comment chez 2050 vous essayez de réconcilier l'ensemble de ces sujets entre responsabilité individuelle et responsabilité collective pour œuvrer tous ensemble à la transformation. Merci Adeline. Chez nous, le mot-clé, c'est alignement. Et c'est un mot, d'ailleurs, Colline, que tu as employé spontanément. Pour que les choses fonctionnent sur le long terme avec toutes les parties prenantes et au sein de toutes les parties prenantes d'un écosystème, il faut que toutes les parties prenantes soient alignées. Et cet alignement, il se fait sur plusieurs plans et il se fait dans le temps à différents moments. Donc on va rechercher l'alignement, par exemple, des fondateurs de l'entreprise au niveau de leurs valeurs, avec les valeurs de l'entreprise. On va prêter attention à l'alignement de l'équipe, sa structuration, sa rémunération, sur quoi est-ce qu'ils ont un bonus concrètement. Si c'est juste faire de l'argent, c'est sûr qu'on va avoir un problème sur l'impact. On va justement rechercher l'alignement vis-à-vis de la planète et de la société dans son ensemble, justement sur toutes les limites planétaires. Comme le disait Colline, pas que le carbone, parce que si vous regardez que le carbone, oui, vous allez peut-être optimiser l'empreinte du carbone, mais ça va peut-être être au détriment d'un autre paramètre. Et donc, on en parlait tout à l'heure, un exemple qu'on prend beaucoup en interne, c'est que souvent dans une équation mathématique ou une équation purement financière, vous allez chercher à maximiser un paramètre au détriment des autres. Alors que dans le vivant, dans des écosystèmes, vous avez des tas d'espèces qui cohabitent ensemble et qui ont besoin de cohabiter ensemble, sinon elles ne peuvent plus vivre. Et on en a fait l'expérience dans l'agriculture. Si vous enlevez toutes les haies entre les parcelles, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus rien qui pollinise, et vous vous retrouvez avec des parcelles qui deviennent stériles. Et ça ne marche pas. Et donc, c'est là où nous, on est en train de se poser la question en interne et de le co-créer justement avec les entreprises dans lesquelles on investit. Comment est-ce qu'on fait pour aligner toutes les parties prenantes ? On n'a pas la réponse à tout, on n'a pas cette prétention-là. En revanche, on cherche à travailler avec nos entreprises en portefeuille. Et OMI, pour ça, est un super candidat, puisque eux-mêmes font le travail en interne de leur côté.
Merci beaucoup à vous deux. On va repartir avec cette belle image, je pense, du biomimétisme appliqué à l'investissement et à l'entreprise. Merci Lorraine, merci Colline. Merci. Merci à vous.